Un seul battement de cœur sur un moniteur peut changer le destin d'un hôpital entier. Pour l'infirmière-chef Clara Evans, sauver la vie d'un John Doe fortement cicatrisé, méconnaissable, n'était pas un choix. C'était un serment. Mais quand les politiques hospitalières se sont heurtées à la moralité, elle s'est retrouvée dépouillée de son badge et escortée dehors par la sécurité, qualifiée de fardeau par les personnes mêmes qui avaient juré de sauver des vies. Les administrateurs pensaient que le problème était résolu. Le silence restauré. Ce silence s'est brisé 3 jours plus tard quand un convoi de VUS gouvernementaux noirs a freiné brusquement devant la baie d'urgence. Et un commandant des forces spéciales endurci au combat est sorti avec une question terrifiante. Qui mettrait l'administration de l'hôpital à genoux? La pluie à Seattle n'a pas lavé les choses proprement. Elle a juste fait que les lumières néons de la baie d'urgence à l'hôpital Mercy General se sont estompées, entraînées de rouge sang et de jaune de prudence. Il était 2 heures du matin un mardi, le quart de nuit en nom et en esprit. Clara Evans a ajusté le col de ses blouses. Elles étaient bleues, d'émission standard. Mais cette nuit, elle se sentait lourde. Elle avait été debout pendant 14 heures. Ses pieds palpitaient dans ses baskets usées, mais ses yeux perçants, noisettes et implacables scannaient le tableau d'admission. Clara n'était pas juste une infirmière. À 32 ans, elle était la colonne vertébrale du centre de traumatologie de niveau 1 de Mercy General. Elle connaissait le rythme de la vie et de la mort mieux qu'elle ne connaissait son propre battement de cœur. Café, Clara. Elle s'est retournée pour voir la jeune infirmière Toby lui tendant une tasse en styromousse tiède. Toby venait juste de sortir de l'école d'infirmière, encore optimiste, encore tremblante quand les codes arrivaient. « Merci, Toby », Clara a dit, prenant une gorgée. Ça avait le goût de pain grillé brûlé, mais la caféine était nécessaire. Nuit calme jusqu'à présent. Ça m'inquiète. Peut-être que la ville dort, Toby a suggéré avec un sourire. La ville ne dort jamais, Toby. Elle se recharge juste comme sur Q. Le téléphone rouge au bureau des traumatismes a hurlé. Le son a transpercé le faible bourdonnement de l'urgence comme un couteau. Clara a claqué le café, son attitude passant instantanément de collègue fatigué à général de terrain. Elle a saisi le combiné. Mercy General, Evans à l'appareil. La voix à l'autre bout crépitait, paniquée. Arrivée prévue dans 2 minutes. Homme, environ 35, pas d'identité. Traumatisme contondant massif, multiples blessures par balle. Il a été abandonné devant une caserne de pompiers. Il est en arrêt. Compris, a dit Clara, sa voix stable. Préparez le trauma 1. Elle a raccroché et a crié des ordres. Toby, va chercher le chariot d'urgence. Dr. Trent, nous avons une arrivée critique. GSO instable. Le docteur Nathaniel Trent a levé les yeux de sa tablette. Il était appuyé contre le comptoir, faisant défiler une application immobilière. Trent était le genre de docteur qui avait bonne allure sur une brochure, mais disparaissait quand le vrai travail commençait. Il était le neveu d'un membre du conseil, un fait qu'il mentionnait au moins 2 fois par quart. Blessure par balle? Probablement un membre de gang abandonné par ses amis. Trent est soupiré, bougeant à peine. Stabilisez-le et expédiez-le au comté s'il n'a pas d'assurance, Clara. Je ne vais pas passer ma nuit à retirer des balles d'un trafiquant de drogue. C'est un être humain, docteur, Clara a répliqué, se dirigeant déjà vers les portes de la baie. Et il est en train de mourir. Les portes de la baie d'ambulance se sont ouvertes en sifflant, laissant entrer une rafale de pluie froide et l'odeur de diesel. Les ambulanciers ont précipité le brancard à l'intérieur, leur visage sombre. L'homme sur le brancard était une épave. Il était couvert de boue et de sang, ses vêtements déchiquetés. Mais même sous la crasse, Clara a vu quelque chose d'inhabituel. Il ne portait pas de vêtements de ville. Il portait un pantalon tactique, le genre que l'on achète dans les surplus militaires, mais de meilleure qualité. Et ses bottes, lourdes, usées,
professionnel. Il a perdu le pouls 2 fois en chemin, a crié le médecin. Nous l'avons ramené, mais il est en train de filer. Emmenez-le au trauma un maintenant, a ordonné Clara. Elle a sauté sur le rail du brancard, commençant les compressions pendant qu'il courait. Sous ses mains, la poitrine de l'homme ressemblait à une cage de côte cassée. Elle a regardé son visage. Il était enflé, méconnaissable, masqué par une épaisse barbe et du sang séché. Ils ont fait irruption dans la salle de traumatologie. Clara s'est déplacée comme l'éclair, branchant des fils, vérifiant les lignes. « Où est le Dr. Trent? » Clara a crié, ses yeux fixés sur le moniteur. Le rythme cardiaque était irrégulier. Tachycardie ventriculaire. Il va faire un autre arrêt. « Je suis là! Je suis là! » Trent est entré d'un pas nonchalant, enfilant des gants en latex avec une lenteur agonisante. « Baissez la voix, infirmière Evans. Il a besoin d'un drain thoracique maintenant, » a dit Clara, ignorant son ton. « Les sons respiratoires sont absents à droite. Laissez-moi évaluer avant que vous ne commenciez à diagnostiquer. » Trent a ricané. Il a écouté la poitrine pendant une demi-seconde. Bien. Pneumothorax sous tension préparé pour un tube. Juste au moment où Trent a pris le scalpel, les portes de l'urgence se sont ouvertes de nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas un médecin. C'était l'administratrice Patricia Gower, flanquée de 2 gardes de sécurité et d'un jeune homme à l'air frénétique dans un costume de soie. Patricia Gower était la directrice des opérations. C'était une femme qui voyait les patients comme des feuilles de calcul, profit en noir, perte en rouge. Doc Trent, la voix de Patricia était aiguë. « Arrêtez ce que vous faites. » Trent s'est arrêté, le scalpel planant à quelques centimètres de la poitrine de l'homme mourant. « Patricia, je suis au milieu d'une procédure. Nous avons un code VIP, Patricia a énoncé, gesticulant vers le jeune homme en costume de soie. C'est Ethan Caldwell. Son père est le sénateur Caldwell, notre plus grand donateur. Ethan s'est blessé au poignet en jouant au tennis au club et il souffre terriblement. Il exige une attention immédiate. » Clara s'est figée. Elle a regardé l'homme mourant sur la table, la tension artérielle chutant, la saturation en oxygène à 75% et ensuite le homme gâté tenant son poignet dans l'embrasure de la porte. « Vous vous moquez de moi, a chuchoté Clara. »« Dr. Trent, » Patricia a dit, entrant dans le champ stérile avec ses talons. « Le sénateur est au téléphone. Il veut que le meilleur médecin traitant examine son fils maintenant. » Trent a regardé le John Doe sur la table, sale, ensanglanté, probablement indigent. Puis, il a regardé Patricia et la promesse de faveur politique. Il a laissé tomber le scalpel dans le plateau. « Infirmière Evans, » Trent a dit, retirant ses gants. « Finissez de stabiliser celui-ci. Je vais m'occuper de M. Caldwell. » Clara a senti une rage froide s'allumer dans son estomac. « Vous ne pouvez pas partir. Cet homme a un poumon effondré et des hémorragies internes. Si vous partez, il meurt. C'est un John Doe. » Ou Clara, Trent a dit d'un ton désinvolte. Probablement un vétéran sans-abri ou un toxicomane. Le protocole dicte que nous priorisons le triage. Monsieur Caldwell est une priorité. Une entorse au poignet n'est pas une priorité sur un homme mourant. Clara a crié, se plaçant devant Trent. C'est un abandon. C'est de la faute professionnelle. Patricia Gower s'est avancée, son visage tordu en un rictus. C'est un ordre administratif, infirmière Evans. Écartez-vous ou vous le regretterez. Le moniteur derrière Clara a commencé à hurler un ton de ligne plate. Le cœur du John Doe s'était arrêté. Clara a regardé la ligne plate. Elle a regardé Trent, s'éloignant. Elle a regardé le visage suffisant de Patricia. « Non, » Clara a dit. « Excusez-moi. » Patricia a cligné des yeux. Clara a saisi le scalpel que Trent avait laissé tomber. « J'ai dit non. » Le silence dans la Trauma 1 était plus lourd que les tabliers de plomb en radiologie. Même le bip rythmique du moniteur de ligne plate semblait hésiter. « Qu'est-ce que vous pensez faire? » Patricia Gower a sifflé,
sa voix descendant à une octave dangereuse. Clara Hara l'a ignoré. Elle n'a pas regardé l'administratrice. Elle n'a pas regardé le docteur Lâche se retirant vers le VIP. Son monde entier s'est rétréci à l'homme mourant sur la table. « Toby! » Clara a aboyé. La jeune infirmière a sursauté. « Prenez les compressions. N'arrêtez pas tant que je ne vous le dis pas. » Mais le docteur Trent est parti. Toby a balbutié, ses yeux grands ouverts de terreur. Je me fiche si le pape est parti. Compressé. Toby s'est précipité sur le tabouret et a commencé à pomper la poitrine de l'homme. Clara a saisi la bouteille de bétadine, l'éclaboussant sur les côtes de l'homme. Elle savait qu'elle franchissait une ligne. Les infirmières ne pratiquaient pas de procédure chirurgicale. C'était la règle d'or. Si elle coupait cet homme, elle mettait fin à sa carrière. Mais si elle ne le faisait pas, sa vie se terminait. Ce n'était pas un choix. « Sécurité !» Patricia a hurlé. « Retirez-la, elle agresse le patient. » Deux gardes costauds se sont avancés, incertains. Ils connaissaient Clara. Elle avait fait des biscuits pour leur corps de nuit. Ils ont hésité. « Ne me touchez pas !» Clara a averti, tenant le scalpel levé, ses yeux flamboyants d'une férocité qui a fait hésiter les gardes. « Si vous m'arrêtez, cet homme meurt, et je m'assurerai que chaque station d'information à Seattle sache que Mercy General a laissé un homme mourir pour une blessure de tennis. Voulez-vous cela sur votre conscience? » Les gardes ont regardé Patricia, puis de nouveau l'homme mourant. Ils n'ont pas bougé. Clara s'est retournée vers le patient. Trouvez l'espace intercostal, 4e côte, ligne axillaire moyenne. Sa formation d'infirmière en traumatologie était extensive et elle avait regardé cette procédure 1000 fois. Elle a pris une respiration. Elle a tranché. Le sang a sifflé, suivi d'un souffle d'air. Le pneumothorax sous tension se relâchant. La poitrine de l'homme s'est soulevée. Nous avons un rythme. Toby a crié, fixant le moniteur. Tachycardie sinusale. Il est revenu. Clara n'a pas célébré. Elle a saisi un kit de drain thoracique, enfonçant le tube en plastique dans l'incision qu'elle venait de faire, le fixant avec du ruban adhésif. Les niveaux d'oxygène de l'homme ont commencé à monter. 80%, 85%, 90%. Elle a saisi un stéthoscope et a écouté. Son respiratoire. Il respirait. Elle s'est penchée sur lui, chuchotant à son oreille, bien qu'il fût inconscient. « Je te tiens. Tu ne meurs pas seul cette nuit. Pas sous ma surveillance. » Elle a vérifié ses pupilles. Elles étaient paresseuses mais réactives. Alors qu'elle bougeait son bras pour vérifier une ligne IVA, sa main a effleuré son cou. Sous la crasse et la barbe, elle a vu un tatouage juste sous son oreille. Ce n'était pas un signe de gang. C'était un petit trident noir avec des ailes. Elle n'a pas reconnu le symbole, mais elle l'a rangé. Infirmière Evans. La voix était froide. Clara Hara s'est redressée. Le patient était stable, critique, mais stable. Elle s'est retournée. Patricia Gower tremblait de rage. Le docteur Trent était revenu, l'air pâle et embarrassé, mais surtout vindicatif. « Vous avez effectué une chirurgie non autorisée, » Trent a dit, pointant un doigt tremblant vers elle. « Vous n'êtes pas un chirurgien. C'est une agression et des voies de fait. J'ai sauvé sa vie parce que vous étiez trop occupé à embrasser la bague d'un donateur. » Clara a répliqué, retirant ses gants ensanglantés et les jetant dans la poubelle avec un claquement humide. « Vous êtes fini, » Patricia a dit, sa voix étrangement calme maintenant. « Sortez. Il a besoin d'être transféré aux soins intensifs, » Clara a dit, tenant bon. « Il a des blessures internes qui nécessitent des scanners. Nous nous occuperons du patient. » Trent a ricané. « Vous n'êtes plus une employée de cet hôpital. Sécurité. » Patricia a commandé de nouveau. « Escortez Mademoiselle Evans hors des lieux immédiatement. Si elle résiste, appelez la police. » Clara a regardé Toby. La jeune infirmière pleurait silencieusement.
Surveille-le, les baby. Toby, elle a dit doucement, ne les laisse pas le tuer. Je le ferai, Toby a chuchoté. Clara a marché vers la porte. Alors qu'elle passait devant le Dr. Trent, elle s'est arrêtée. Elle mesurait 1,55 m et il mesurait 1,88 m. Mais à ce moment-là, elle le dominait. Vous avez prêté serment, Nathaniel. Ne faites aucun mal. Vous l'avez brisé ce soir. Sortez, Trent a crié, son visage rougissant. Clara n'a pas regardé en arrière. Elle est sortie de la salle de traumatologie, traversant l'urgence animée, où les patients la regardaient avec de grands yeux, et dehors dans la nuit froide et pluvieuse. Elle s'est assise sur le trottoir du parking, la pluie trempant ses blouses instantanément. Elle tremblait. L'adrénaline s'est estompée, laissant derrière elle un creux de peur. Elle venait de perdre son emploi, sa pension et probablement sa licence. Elle avait 32 ans, célibataire et fauchée. Mais alors qu'elle levait les yeux vers le panneau clignotant de la salle d'urgence, elle a pensé à l'air se précipitant dans les poumons de cet étranger. Elle a pensé au battement de cœur sur le moniteur. Ça en valait la peine, elle a chuchoté à la pluie. Elle ne savait pas qu'à l'intérieur de l'hôpital, Toby poussait le John Doe vers l'ascenseur et la main de l'homme a tressailli. Elle ne savait pas que l'homme qu'elle avait sauvé n'était pas un vagabond sans abri. Et elle ne savait certainement pas qu'elle venait de sauver la vie du capitaine Elias Miller, le frère cadet de l'homme le plus dangereux des forces spéciales américaines. 3 jours se sont écoulés pour Clara. Ils étaient un flou de vin bon marché, pleurant sur son canapé et ignorant les appels téléphoniques. Le conseil des infirmières lui avait déjà envoyé un email. Une enquête était en cours. Mercy General poussait à la révocation complète de sa licence, citant une négligence grave et la pratique de la médecine sans licence. Elle était sur liste noire. Elle a postulé à 3 cliniques de soins urgents. Les 3 l'ont rejetée en quelques heures. Patricia Gower avait été minutieuse. Elle n'avait pas seulement renvoyé Clara, elle avait salé la terre. À l'intérieur de Mercy General, les choses étaient revenues à une normalité toxique. Le Dr. Trent se pavanait, se vantant de la façon dont il avait géré l'infirmière voyou. Le VIP, Ethan Caldwell, avait été traité pour son entorse au poignet avec les soins habituellement réservés à la royauté et renvoyé avec une ordonnance pour des analgésiques puissants dont il n'avait pas besoin. Le John Doe, capitaine Elias Miller, avait été transféré dans une chambre semi-privée au 4e étage. Il était toujours dans le coma, se remettant du traumatisme. Parce qu'il n'avait pas de pièce d'identité sur lui à son arrivée et que Clara avait été renvoyée avant de pouvoir documenter le tatouage correctement, il était listé simplement comme John Doe, indigent. Patricia Gower avait ordonné des soins minimaux. Gardez-le en vie, mais ne gaspillez pas de ressources, elle avait dit aux infirmières de l'étage. Une fois qu'il se réveille, nous l'expédions à l'établissement d'État. Ils ne savaient pas qui il était. Ils ne savaient pas que la balise militaire intégrée dans son mère avait été endommagée lors de l'embuscade qui l'avait presque tué, retardant le signal de suivi de son équipe. Mais le matin du 4e jour, la balise a clignoté et est revenue à la vie. Elle a envoyé un seul ping crypté à un satellite orbitant et faisant 1000 mètres au-dessus de la Terre. Ce satellite a relayé les coordonnées à une base d'opération sécurisée en Virginie, qui a ensuite transmis une alerte code rouge à une équipe tactique en plein ravitaillement à San Diego. Le Major Jackson Miller était au milieu d'un briefing quand son unité de communication a gazouillé. Il a regardé l'appareil, son visage, une carte routière de cicatrices et de stoïcisme, est devenu pâle pour la première fois en une décennie. Monsieur, son lieutenant de gauche a demandé. Ils l'ont trouvé, Jackson a dit, sa voix un grondement sourd comme des pierres qui broient. Ils ont trouvé Elias. Il est à Seattle. Est-il vivant? Le signal est faible. Il est stationnaire. Un hôpital. Jackson s'est levé, renversant la table dans sa hâte. Préparez les oiseaux. Nous volons maintenant. De retour à Mercy General, le quart du matin commençait. Patricia Gower était au bureau d'accueil de l'urgence réprimandant une réceptionniste pour une erreur de classement.
Les portes automatiques se sont ouvertes. Habituellement, les portes admettaient des patients, des familles ou des ambulanciers. Cette fois, 6 hommes sont entrés. Ils ne marchaient pas comme des civils. Ils se sont déplacés en phalange, une formation en V. Ils portaient un équipement tactique noir, pas des uniformes de police, mais des treillis de combat militaires haut de gamme sans insignias. Ils se portaient avec une grâce létale qui a fait chuter la température de l'air dans la pièce de 10 degrés. À la pointe du V se trouvait le Major Jackson Miller. Il mesurait 1,93 m de pur muscle et d'intention. Il portait des lunettes de soleil foncées même à l'intérieur et un béret glissé dans son épaulette. Sa mâchoire était serrée en une ligne si dure qu'elle aurait pu couper du verre. Le garde de sécurité de l'hôpital, un flic à la retraite nommé Barney, s'est avancé. « Excusez-moi, messieurs, vous ne pouvez pas entrer ici avec Jackson, n'a même pas ralenti. » Il a simplement marché devant Barney comme si l'homme était un fantôme. L'un des hommes derrière Jackson a écarté Barney doucement mais fermement avec une main qui ressemblait à une barre d'acier. La phalange s'est arrêtée au bureau central. Toute l'urgence est devenue silencieuse. Les docteurs ont arrêté de dicter. Les patients ont arrêté de gémir. Tout le monde fixait les géants sombres debout au milieu de la pièce. Patricia Gower a levé les yeux agacés. Elle a ajusté ses lunettes. « Puis-je vous aider? C'est un hôpital, pas un terrain de parade. Vous bloquez le couloir. » Jackson Miller a retiré ses lunettes de soleil. Ses yeux étaient bleu glace et brûlaient d'une intensité terrifiante. Il a posé ses mains sur le comptoir. « Je cherche mon frère, » Jackson a dit. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait jusqu'au fond de la pièce. Captain Elias Miller, le signal de suivi le place dans ce bâtiment. Patricia a ricané. Nous n'avons personne de ce nom. Et même si nous l'avions, loi sur la confidentialité des patients. Je me fiche de vos lois, Jackson a interrompu. Il est porté disparu une action. Nous l'avons traqué ici. Il a un tatouage de trident sur son cou. Patricia s'est arrêtée. Elle s'est souvenue du rapport du John Doe, l'homme indigent. Ah, elle a dit, sa lèvre se retroussant légèrement. Le John Doe, le cas de charité. Les jointures de Jackson sont devenues blanches sur le comptoir. Casse de charité? Il est arrivé il y a des jours. Pas d'identité. Nous l'avons gardé en vie aux frais de l'hôpital, Patricia a dit, essayant de regagner de l'autorité. Il est à l'étage. Vous pouvez le prendre. Cela nous économisera le budget. Jackson a fait signe à ses hommes. 2 d'entre vous sécurisent le périmètre. 2 d'entre vous montent à l'étage et localisent Elias. Médecins, allez avec eux. Alors que son équipe se déplaçait avec précision, Jackson est resté au comptoir. Il a fixé Patricia. Quelque chose n'allait pas. Il connaissait l'étendue des blessures d'Elias d'après la blessure pour le rapport de terrain avant qu'il ne disparaisse. Elias aurait dû être mort. Quelqu'un avait accompli un miracle pour le maintenir en vie pendant 3 jours. Qui l'a traité? Jackson a demandé. Le Dr. Trent était le médecin traitant. Patricia a dit, faisant un geste vers Nathaniel, qui se cachait derrière un écran d'ordinateur. Jackson a regardé Trent. Il a vu les mains douces, la sueur nerveuse, la montre chère. Il connaissait des hommes comme ça. Il ne sauvait pas des hommes comme Elias. Vous, Jackson a demandé à Trent, vous avez stabilisé un pneumothorax sous tension et réparé une artère sous-clavière rompue dans une baie de traumatologie. J'ai supervisé, Trent a balbutié. Jackson a plissé les yeux. Il s'est penché plus près. Mon médecin a vu les graphiques en entrant. Les notes disent que la procédure initiale était une thoracostomie de terrain effectuée avec un scalpel, pas un kit standard. C'est de la médecine de combat. C'est du crâne. Jackson a regardé autour de la pièce. Il a vu les infirmières baisser les yeux, se déplaçant inconfortablement. Il a vu la façon dont elles regardaient Trent avec dédain. « Vous ne l'avez pas sauvé », Jackson a dit. « Ce n'était pas une question. Où est la personne qui l'a réellement sauvé? » Patricia s'est hérissée. C'est sans rapport. L'employé en question a été renvoyé pour insubordination. L'héritier dans la pièce a disparu.
Jackson s'est lentement levé à toute sa hauteur. Renvoyée. Elle a désobéi à des ordres directs, Patricia a dit défensivement. Elle a priorisé un vagabond non payant sur un donateur VIP. Elle était imprudente. Elle n'est plus ici. Le visage de Jackson n'a pas changé, mais la température dans la pièce a semblé gelée. Vous avez renvoyé la personne qui a sauvé mon frère. Parce qu'elle l'a sauvé, elle a enfreint le protocole. Patricia a crié. Jackson s'est tourné vers la pièce. Quel était son nom? Silence. J'ai dit, Jackson a rugi, sa voix faisant trembler les murs. Quel est son nom? Du coin, le jeune Toby s'est levé. Ses mains tremblaient, mais il a parlé clairement. Son nom est Clara Ara, Toby a dit. Clara Ara Evans, et c'est la meilleure infirmière que cet hôpital ait jamais eue. Jackson a regardé Toby, puis de nouveau Patricia. Il a remis ses lunettes de soleil. Où vit-elle? Clara Evans vivait dans un studio dans la vallée de Rainier, un quartier que les agents immobiliers décrivaient poliment comme en devenir et que tous les autres appelaient rude. C'était le seul endroit qu'elle pouvait se permettre avec un salaire d'infirmière tout en remboursant ses prêts étudiants. Maintenant, sans salaire et avec une réputation noircie, même cette boîte à chaussures était sur le point de lui échapper. La pluie martelait sa fenêtre à simple vitrage. Un battement de tambour incessant qui correspondait au mal de tête lancinant qu'elle avait eu pendant 72 heures. Clara Ara était assise sur le sol entourée de cartons. Elle n'était pas juste renvoyée. Elle était en train d'être effacée. L'email de son propriétaire était arrivé il y a 1 heure. En raison de la publicité récente concernant votre licenciement et d'éventuelles accusations criminelles, nous exerçons la clause de votre bail pour résilier le bail. Patricia Gawa n'avait pas seulement renvoyé Clara Ara, elle avait divulgué l'histoire à un blog local présentant Clara Ara comme une infirmière instable qui avait attaqué un médecin. Le titre sur l'écran de son téléphone lui a sauté aux yeux. Ange de la mort. Infirmière renvoyée après avoir agressé un chirurgien dans une baie de traumatologie. Clara Ara a ramassé un rouleau de ruban adhésif, ses mains, habituellement assez stables pour enfiler une aiguille dans une veine s'effondrant, tremblaient. Elle a arraché une bande de ruban adhésif, le son fort et dur dans la pièce silencieuse. Toc, toc, toc. Ce n'était pas un coup poli, c'était 3 coups lourds et contrôlés. Le genre de coup qui exigeait une réponse. Clara Ara s'est figée. Elle a regardé la porte. Qui est-ce? Elle a appelé, sa voix se brisant. Livraison, une voix grave a grondé. C'était un mensonge. Clara Ara reconnaissait un mensonge quand elle en entendait un. Elle en avait assez entendu de la part de patients essayant de cacher des overdoses. Laissez-le sur le paillasson, elle a dit, se levant et saisissant la seule arme qu'elle avait, une lourde lampe en laiton. « Je ne peux pas faire ça, mademoiselle Evans, » la voix a répondu. « Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Je ne veux pas la casser. » Le était poli, mais la menace derrière était absolue. Le cœur de Clara Ara battait fort contre ses côtes. Patricia avait-elle envoyé la police? Était-ce le moment où elle allait être emmenée menottée pour agression? Elle a pris une respiration et déverrouillé le pain dormant et a ouvert la porte de 3 pouces, gardant la chaîne. Elle s'attendait à un policier. Elle s'attendait à un huissier de justice. Elle ne s'attendait pas à un mur d'hommes remplissant tout son cadre de porte, de l'eau dégoulinant du bord d'une casquette tactique noire. Derrière lui, 2 autres hommes se tenaient dans l'ombre du couloir, leur posture alerte, surveillant la cage d'escalier. Le Major Jackson Miller l'a regardé de haut. De près, il était terrifiant. Une cicatrice traversait son sourcil gauche et sa mâchoire était couverte d'une barbe de 24 heures. Mais ce sont ses yeux qui ont figé Clara Ara. Ils avaient la même forme que l'homme qu'elle avait sauvé. Clara Ara Evans, Jackson a demandé. Qui veut savoir? Clara Ara a saisi le cadre de la porte. Si vous venez de Mercy General, vous pouvez dire à vos avocats de parler à mon défenseur public. Je n'ai rien à vous dire. Je ne suis pas de l'hôpital, Jackson a dit. Il a mis la main dans sa veste. Clara Ara a tressailli, levant la lampe. Jackson a bougé lentement, sortant d'une photo.
Il l'a tenu contre la fente de la porte. C'était une photo de deux hommes en uniforme de cérémonie blanc souriant sur un quai. L'un était Jackson, l'autre était le John Doe. Vous l'avez traité, Jackson a dit. Il y a 3 jours, Trauma 1. Clara a légèrement baissé la lampe. Le John Doe. Capitaine Elias Miller, mon frère. Jackson a rangé la photo. Ouvrez la porte, Clara. Nous devons parler. Clara a hésité puis a décroché la chaîne. Si ces hommes voulaient la blesser, une chaîne en laiton ne les arrêterait pas. Elle a ouvert la porte en grand. Il est vivant. Elle a demandé, sa voix s'adoucissant. J'étais inquiète. Il ne voulait rien me dire. Jackson est entré, ses bottes lourdes sur son plancher stratifié bon marché. Les deux hommes derrière lui sont restés dans le couloir, tournant le dos pour garder la porte. L'appartement est soudainement semblé incroyablement petit. Il est vivant, Jackson a dit, regardant autour des cartons d'emballage. À peine, mais il ne va pas bien. Que voulez-vous dire? Les instincts d'infirmière de Clara ont dominé sa peur. Est-il sceptique? Le drain thoracique a-t-il fui? Je leur ai dit de surveiller l'emphysème sous-cutané. Physiquement, il est stable, mais il s'est réveillé il y a 1 heure, Jackson a dit. Il a retiré sa casquette, l'essorant dans ses mains. Il est agité. Stress de combat. Il ne sait pas où il est. Il ne fait pas confiance aux médecins. Il a cassé le bras d'un interne qui a essayé de changer son IV. Clara a laissé échapper un petit allaitement involontaire. Il demande la voix, Jackson a dit, la fixant intensément. Il dit qu'il se souvient d'une voix dans l'obscurité, une femme qui lui a dit qu'il ne mourrait pas seul. Il ne laisse personne d'autre l'approcher. Il arrache ses lignes, Clara. S'il continue, il va se vider de son sang. Clara a baissé les yeux sur ses mains. Je ne peux pas vous aider. Je ne suis plus infirmière. Ils ont révoqué mes privilèges. Si je mets les pieds dans cet hôpital, je serai arrêté pour intrusion. Jackson s'est rapproché. Il la dominait. Mais pour la première fois, son expression s'est adoucie. Ce n'était pas de la pitié. C'était du respect. J'ai vu les images de sécurité. Jackson a dit doucement. Je vous ai vu sauter sur ce brancard. Je vous ai vu enfoncer un scalpel dans la poitrine de mon frère pendant qu'un lâche en blouse blanche s'éloignait. Clara a levé les yeux. Des larmes lui piquaient les yeux. J'ai juste fait mon travail. Vous avez fait plus que votre travail. Vous êtes allé en guerre pour lui, Jackson a dit. Maintenant, j'ai besoin que vous le fassiez encore. Je ne peux pas, Clara a chuchoté. Patricia Gower, elle m'a détruite. Il ne me reste rien. Jackson a regardé l'avis d'expulsion sur le dessus d'une boîte. Il l'a ramassé, l'a lu et l'a froissé dans son poing. Vous pensez que Patricia Gower a du pouvoir? Jackson a demandé, un amusement sombre, colorant son ton. Vous n'avez aucune idée de ce qu'est le pouvoir, Clara. Patricia Gower est une bureaucrate. Je suis le commandant du premier détachement opérationnel des forces spéciales. Je réponds au président et à Dieu, et parfois je fais attendre le président. Il a jeté le papier froissé dans le coin. Préparez un sac, Jackson a ordonné. Pas pour déménager, pour le travail. Vous venez avec nous. Mais la police. Laissez-moi m'inquiéter de la police, Jackson a dit. Laissez-moi m'inquiéter de l'hôpital. Votre seul travail est de garder Elias en vie. Pouvez-vous faire ça? Clara a regardé les boîtes. Elle a regardé son appartement vide. Puis elle a regardé la détermination dans les yeux de Jackson. Elle a senti une étincelle se rallumer dans sa poitrine. La même étincelle qui l'avait fait saisir le scalpel il y a 3 jours. « Donnez-moi 5 minutes », elle a dit. Jackson a hoché la tête. « Nous vous attendrons dans le VUS. » Alors que Clara se précipitait à la salle de bain pour s'éclabousser le visage d'eau froide et attacher ses cheveux en arrière, elle a entendu Jackson parler dans ses radiocommandes de poignet. « Baze, ici Ogre. Actif sécurisé. Nous sommes en route pour Mercy General. Dites à l'élément chaotique de se tenir prêt et dites au gouverneur d'appeler le conseil de l'hôpital.
Je veux que l'autorisation de Gower soit révoquée au moment où mes roues s'arrêteront de rouler. Clarara a saisi son stéthoscope, celui que sa grand-mère lui avait donné quand elle a obtenu son diplôme d'infirmière. Elle l'a mis autour de son cou. Ça a ressemblé à mettre une armure. Elle est sortie par la porte, laissant les cartons d'emballage derrière elle. Le trajet vers Mercy General était silencieux et rapide. Le VUS noir s'est déplacé à travers le trafic comme un requin à travers un banc de poissons. D'autres voitures se sont simplement écartées. Clarara s'est assise sur le siège arrière à côté de Jackson. Il tapait furieusement sur une tablette renforcée. Mise à jour du statut. Jackson a aboyé sans lever les yeux. Le sujet maintient sa position dans la chambre 402. Le conducteur a rapporté. La sécurité de l'hôpital tente d'entrer. Il a barricadé la porte avec un lit. S'ils entrent, il les tuera. Jackson a dit calmement. Elias est confus et son évaluation de la menace est réglée sur 11. Accéléré. Quand ils se sont arrêtés à la baie d'urgence, la scène était le chaos. Les voitures de police clignotaient, des lumières bleues et rouges rebondissant sur le trottoir mouillé. Une camionnette d'équipe de nouvelles s'installait. L'estomac de Clarara s'est serré. Il y a des policiers partout. Ils ne sont pas là pour vous, Jackson a dit. Ils sont là parce que mon équipe a bouclé le 4e étage. Le VUS a freiné brusquement. Jackson a ouvert la porte d'un coup de pied avant que le véhicule ne s'arrête complètement. Il a offert une main à Clarara. « Restez près de moi. Ne vous arrêtez pas de marcher. Ne répondez pas aux questions. » Clarara a pris sa main. Elle était rugueuse et chaude. Il l'a tirée dehors et soudain il bougeait. Une phalange de 4 soldats les a entourés, créant un mur mouvant de fer humain. Ils ont balayé les portes automatiques. Le hall était rempli de gens qui criaient. Patricia Gower était debout au centre de la pièce, criant après un sergent de police. « Je veux que ces hommes soient retirés. C'est une installation privée. Vous permettez à des terroristes de prendre un étage en otage. » Patricia a crié. « Maman, ils ont des accréditations fédérales. » Le sergent a essayé d'expliquer. Patricia s'est retournée et a vu Jackson. Puis elle a vu Clarara. Ses yeux sont devenus grands et son visage s'est tordu en un masque de pur venin. Elle a pointé un doigt manucuré vers Clarara. « Vous, Patricia a hurlé. « Officier, arrêtez-la. C'est la femme, elle est en infraction. » Et c'est elle qui a commencé tout ça. Le sergent de police a regardé Clarara, puis les soldats massifs l'entourant. Il a fait un pas en arrière. Patricia a chargé en avant, bloquant leur chemin. « Vous n'allez nulle part, Clarara Evans. Je vous aurai dans une cellule ce soir. Vous êtes une honte pour cette profession. » Jackson s'est arrêté. Toute la phalange s'est arrêtée. Il a regardé Patricia avec une expression d'ennui total. « Mademoiselle Gower, » Jackson a dit, « vous interférez avec une opération militaire fédérale. »« C'est mon hôpital, » Patricia a crié, tapant du pied. « Et elle est une employée renvoyée. Elle est une consultante civile pour l'armée des États-Unis. » Jackson a corrigé en douceur. « Et depuis 5 minutes, ce n'est plus votre hôpital. » Patricia a cligné des yeux. « Quoi? » « Vérifiez votre email, » Jackson a dit, hochant la tête vers la tablette dans sa main. Patricia a baissé les yeux. Ses mains tremblaient alors qu'elle déverrouillait son écran. Elle a lu la ligne d'objet, son visage vidé de toute couleur. C'était du président du conseil. Sujet: suspension immédiate en attendant l'organisme d'enquête. En raison d'allégations de négligence grave concernant un patient de haute priorité et de manquement au protocole de triage. Ceci ne peut pas être, Patricia est balbutiée. Le Dr. Trent a dit. Dr. Trent. Jackson a interrompu, pointant le coin. 2 policiers militaires étaient en train de lire ses droits à Nathaniel Trent. Le docteur pleurait, les suppliant d'appeler son oncle. Le Dr. Trent a falsifié des dossiers médicaux pour affirmer qu'il avait effectué la procédure de sauvetage sur mon frère. Nous avons trouvé les horodatages numériques. C'est de la fraude. Et puisque mon frère est un officier fédéral, c'est un crime fédéral. Jackson s'est penché, sa voix tombant à un chuchotement que seuls Patricia et Clarara pouvaient entendre. «
Vous avez priorisé le fils d'un donateur avec une entorse au poignet sur un capitaine décoré qui a pris 3 balles pour ce pays. Vous avez renvoyé la seule personne avec le courage moral de le sauver. Vous n'avez pas juste perdu votre emploi, mademoiselle Gower. Vous avez mis fin à votre carrière. Jackson a fait signe à ses hommes. Bougez. Ils sont passés devant une Patricia Gower stupéfaite et silencieuse. Clara a ressenti une poussée d'adrénaline. Elle a gardé la tête haute, passant devant le poste des infirmières où ses anciens collègues la regardaient de la bouche ouverte. Toby, la jeune infirmière, lui a fait un subtil pouce levé de derrière un dossier. Ils ont atteint l'ascenseur et l'ont monté au 4e étage en silence. Quand les portes se sont ouvertes, la tension était palpable. Le couloir était bloqué par des meubles d'hôpital. 2 des hommes de Jackson montaient la garde avec des fusils en bandoulière sur leur poitrine. « Rapport », Jackson a dit. « Il est là-dedans, patron. Il a un scalpel, probablement volé d'un plateau. Il dit que la prochaine personne qui entre l'aura dans le coup. » Jackson s'est tourné vers Clara. « Il ne me fera pas de mal, mais il ne me laissera pas le traiter. Il a besoin que ses ACIV soient rétablis, et sa blessure a besoin d'être vérifiée. Il délire. « Je peux le faire, » Clara a dit. Sa peur était partie. C'était le travail. C'était ce pourquoi elle était née. « Y allez, » Jackson a dit. « Nous resterons ici. » Clara s'est approchée de la porte barricadée. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas essayé de la pousser pour l'ouvrir. Elle a frappé doucement. Captain Miller, elle a appelé doucement. À l'intérieur de la pièce, le son d'une respiration lourde et rauque s'est arrêté. « Qui est-ce » une voix a râpé. Ça sonnait comme du gravier craquant sous des pneus. « C'est Clara » elle a dit. « J'étais là quand vous êtes arrivés sous la pluie. Je vous ai dit que je ne vous laisserai pas mourir seul. » Un long silence, puis le son d'un lit traîné sur le sol. La porte s'est entr'ouverte. Elias Miller avait l'air pire qu'il ne l'était à l'urgence, principalement parce qu'il était éveillé et furieux. Ses yeux étaient sauvages, injectés de sang et fuyants. Il serrait une petite lame chirurgicale d'une prise aux jointures blanches. Il portait une blouse d'hôpital déchirée à l'épaule, révélant les sutures fraîches et rouges que Clara y avait placées. Il l'a regardé. Il a scanné son visage, ses yeux, ses mains. Il a laissé tomber la lame. « C'est vous », il a chuchoté. Il s'est appuyé contre le cadre de la porte, sa force le quittant soudainement. « C'est vous qui avez désobéi à l'ordre. »« Je ne suis pas les ordres qui font tuer des gens », Clara a dit, s'avançant et le rattrapant alors qu'il chancelait. Elle faisait la moitié de sa taille, mais elle l'a soutenu, le guidant vers le lit. « Maintenant, allez-vous me laisser réparer cette intraveineuse, ou allez-vous saigner partout sur mes blouses propres? » Elias a laissé échapper un rire sec et douloureux. Il s'est assis sur le bord du lit, grimaçant. « Vous êtes autoritaire. Je suis infirmière-chef, » Clara a dit, l'aidant à lever ses jambes sur le matelas. Autoritaire comme partie de l'uniforme. Elle l'a rapidement évalué. Son rythme cardiaque était très élevé, sa peau moite. Il était déshydraté et souffrait. Elle a saisi un nouveau kit de perfusion du chariot dans la pièce. Ses mains se sont déplacées avec une efficacité exercée, trouvant la veine, enfilant le cathéter, sécurisant la ligne. Elle a injecté un bolus de sérum physiologique et un sédatif doux. Elias l'a regardé tout le temps. Son regard n'était pas prédateur comme les hommes au bar, ou dédaigneux comme les médecins. Il était intense, analytique et étonnamment vulnérable. « Ils ont dit que vous étiez parti », Elias a murmuré, ses yeux commençant à se fermer alors que les médicaments agissaient dans son système. « Le costume? La dame? Elle a dit que vous étiez parti. »« Je suis de retour », Clara a dit, lissant le drap sur lui. « Jackson » Elias a demandé, regardant la porte. « Il est dehors, gardant la porte. » Elias a hoché la tête, ses yeux se fermant. « Bien. Il leur fait peur. »« Il me fait un peu peur aussi, » Clara a admis. Elias a souri, un fantôme de sourire à travers sa barbe. « Il vous aime bien. Je peux le dire. Il vous a ramené. Dormez, capitaine, » Clara a dit.
Elias, il a corrigé, sa voix s'estompant en un chuchotement. « Appelez-moi, Elias !» Il s'est endormi. Clara Arras est restée là un instant, écoutant le moniteur beeper, un rythme stable et fort. C'était le plus beau son qu'elle ait jamais entendu. La porte s'est ouverte doucement derrière elle. Jackson est entré. Il a regardé son frère endormi, puis Clara. Il a vu la nouvelle Ève, les signes vitaux calmés, la paix dans la pièce. « Vous êtes bonne, » Jackson a dit. Clara a vérifié le débit de perfusion une dernière fois. « Je sais. » Patricia Gower est partie, Jackson a dit, debout à côté d'elle. Le conseil convoque une réunion d'urgence. Ils veulent vous offrir votre emploi de nouveau avec une augmentation et des excuses formelles. Clara a regardé Elias dormir. Elle a pensé à la façon dont l'hôpital l'avait rejeté. Elle a pensé à l'arrogance de Trent et à la cruauté de Patricia. « Je ne le veux pas », Clara a dit. Jackson a haussé un sourcil. « Non. » Clara s'est tournée pour lui faire face. « Mercy General est une entreprise. J'en ai fini avec les entreprises. Je veux sauver des vies, pas des profits. » « Bien, » Jackson a dit, un lent sourire se répandant sur son visage. Cela a changé toute son attitude, le faisant ressembler moins à une machine de guerre et plus à un homme avec un plan. « Parce que j'ai une offre différente pour vous. » Quel genre d'offre? L'armée a des entrepreneurs médicaux privés, des soins spécialisés pour les actifs de grande valeur, des gens qui peuvent gérer le stress, qui peuvent prendre des décisions difficiles et qui ne se soucient pas de la politique. Jackson lui a tendu une carte. Elle était noire avec un emblème de trident doré. La paix est le triple de ce que vous avez gagné ici. Les heures sont pires. Les emplacements sont dangereux. Mais vous n'aurez plus jamais à répondre à un bureaucrate. Vous répondez à moi. Clara a pris la carte. Elle a passé son pouce sur le logo en relief. « Quand est-ce que je commence? » Elle a demandé. « Vous l'avez déjà fait, » Jackson a dit. « Bienvenue dans l'unité, infirmière Evans. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'incident à Mercy General. Mais Clara Evans a eu l'impression d'avoir vécu une décennie en ce temps. Elle n'était plus à Seattle. Elle était actuellement au Roost, une station radar côtière désaffectée sur la côte de Washington que l'unité de Jackson avait convertie en une maison sur site noir. Le vent ici était féroce, sentant le sel et le pain, un contraste frappant avec l'odeur antiseptique de l'urgence. Clara a ajusté le débit sur le concentrateur d'oxygène portable. La saturation en oxygène est de 98% sur l'air ambiant. Elle a annoncé, marquant le graphique sur sa tablette. « Vous guérissez plus vite que tout être humain n'a le droit de le faire, Elias. » Le capitaine Elias Miller était assis sur le bord du lit de camp, torse nu. Son torse était une carte de violence, des ecchymoses jaunes pâlissantes, la ligne rouge et furieuse de la cicatrice de thorécostomie où Clara l'avait sauvé, et les cicatrices argentées plus anciennes d'une vie passée dans l'ombre. Il a fléchi son bras droit, grimaçant légèrement. « C'est la cuisine, » Elias a grogné, tendant la main vers sa chemise. « Les rations militaires n'ont pas le goût de votre lasagne. » Clara a souri, sentant ce frisson familier dans sa poitrine. Vivre en étroite collaboration avec les frères Miller et leur équipe avait été un ajustement. C'étaient des hommes bruyants et dangereux qui nettoyaient leurs armes à table. Mais avec Elias, c'était différent. Il était le calme dans la tempête. « Ne vous y habituez pas », Clara a taquiné, vérifiant le pansement sur son côté. « Une fois que vous serez autorisé à reprendre du service, je retournerai à, quel que soit mon travail maintenant. » Elias a attrapé sa main. Sa peau était rugueuse, cailleuse à force de tirer sur des gâchettes et de grimper à la corde. Mais son toucher était incroyablement doux. Il l'a regardé, ses yeux noisettes sérieux. « Vous faites partie de l'équipe maintenant, Clara. Jackson vous fait confiance. Je vous fais confiance. » Il s'est arrêté, son pouce effleurant son poignet. « Et vous avez sauvé ma vie. Dans mon monde, cela crée une dette qui ne peut jamais être entièrement remboursée.
Vous ne me devez rien, Clara a chuchoté, son pouce s'accélérant. Je vous dois tout, il a corrigé. Le moment a été brisé par la lourde porte métallique s'ouvrant. Le Major Jackson Miller est entré à grands pas, son visage ressemblant à un cumulus menaçant. Il ne portait pas son équipement tactique habituel. Il était en vêtements civils, jeans et chemise de flanelle. Mais il avait toujours l'air létal. « Arrêtez ça, » Jackson a dit, bien que sa voix manquât de sa mordant habituelle. « Nous avons un problème. » Elias est instantanément passé de patient à soldat. « Situation. » Jackson a jeté un dossier sur la petite table. « Nous savons pourquoi vous avez été pris en embuscade, Elias. Ce n'était pas un coup de cartel aléatoire. C'était une opération de nettoyage. » Elias a ramassé le dossier. « Le trafic d'armes plus grand, » Jackson a dit, arpentant la petite pièce. « Nous avons déchiffré le téléphone que vous avez récupéré avant de tomber. » L'acheteur n'était pas un ressortissant étranger. L'acheteur était une société écran enregistrée dans le Delaware. Clara a écouté, confuse. Qu'est-ce que cela a à voir avec l'hôpital? Jackson s'est tourné vers elle. Tout. La société écran mène à une société holding et l'actionnaire majoritaire de cette société est un trust aveugle géré par la famille Caldwell. Le sang de Clara s'est glacé. Caldwell, comme le sénateur Caldwell, le père du VIP, avec la blessure au poignet. Le même, Jackson a hoché la tête sombrement. Le sénateur Richard Caldwell n'est pas juste un politicien. Il est en train de négocier en silence du matériel de qualité militaire à des insurgés pour déstabiliser des régions où il a des investissements pétroliers. Elias a trouvé la preuve. C'est pourquoi ils ont essayé de le tuer sur le terrain. Et quand il n'est pas mort, Elias a dit, sa voix baissant à un grognement dangereux. Ils m'ont traqué à Mercy, General. Exactement, Jackson a dit. Nous avons intercepté un appel il y a 1 heure. Patricia Gower ne vous a pas juste renvoyé parce qu'elle était mesquine, Clara. Elle était sur la paix. Elle a informé le fixeur du sénateur qu'un John Doe correspondant à la description d'Elias était en traumatologie 1. C'est pourquoi Ethan Caldwell était là. Il n'était pas là pour une blessure au poignet. Il était là pour confirmer le meurtre. Clara s'est sentie malade. L'arrogance du jeune homme en costume de soie a soudainement eu un sens. Il n'avait pas juste été un enfant gâté. Il était un vautour tournant autour d'une carcasse. Alors, nous les exposons, Clara a dit. Nous portons les dossiers au FBI. Nous ne pouvons pas, Jackson a dit. Le directeur du FBI dîne au domaine de Caldwell ce soir. La corruption va profond. Si nous livrons cela maintenant, la preuve disparaît et nous mourrons tous dans un tragique accident d'entraînement. Alors, que faisons-nous? Elias a demandé, se levant. Il a grimacé, mais est resté debout. Nous passons à l'offensive, Jackson a dit. Nous allons au domaine de Caldwell ce soir. Nous devons sécuriser le serveur physique qui relie le sénateur à la société écran. C'est dans sa bibliothèque privée. J'y vais, Elias a dit immédiatement. Vous n'êtes pas autorisé, Clara a interjeté, sa voix d'infirmière coupant à travers la testostérone. Vos sutures tiennent à peine. Si vous déchirez cette artère de nouveau, vous vous viderez de votre sang en quelques minutes. Je n'ai pas besoin de porter un sac à dos. Elias a argumenté. Je peux conduire. Je peux fournir une surveillance. Non, Jackson a dit. Elias reste ici. C'est trop risqué. Si Caldwell sait que nous arrivons, il nous frappera avec tout ce qu'il a. Elias est le témoin principal. Il a besoin de survivre. Jackson a regardé Clara et vous restez avec lui. Cet endroit est sécurisé, mais je laisse 2 hommes au périmètre juste au cas où. Je ne suis pas une babysitter, Elias a marmonné. Vous êtes l'actif, Jackson a dit fermement. Clara, gardez-le au calme. Sédatez-le si vous devez. Jackson a saisi son sac d'équipement. Nous partons dans 10. Verrouillez les portes derrière nous. Alors que l'équipe d'opérateurs vêtus de noir montait dans les VUS dehors, Clara a ressenti un profond sentiment rongeant de terreur. Elle a verrouillé la lourde porte en acier du bunker. Le silence de la maison sûre est revenu fin, mais cette fois, il ne se sentait pas paisible.
Ça ressemblait au souffle retenu avant un cri. La nuit est tombée, le vent hurlait dehors. Elias nettoyait un pistolet à la table, un Sig Sauer P3 à main. Il bougeait avec une grâce raide et douloureuse. « Vous pensez qu'ils y arriveront? » Clara a demandé, brisant le silence. Elle faisait du thé, essayant de garder ses mains occupées. « Jackson est le meilleur qui soit, » Elias a dit, ne levant pas les yeux. Mais Caldwell est désespéré. Les hommes désespérés sont dangereux. Soudain, les lumières dans le bunker ont clignoté et se sont éteintes. Le bourdonnement du système de ventilation a cessé. La pièce a plongé dans l'obscurité totale. Panne de courant. Clara Hara a chuchoté, se figeant. Non. La voix d'Elias était juste à côté de son oreille dans le noir. Il s'était déplacé instantanément, silencieusement. Le générateur a une sauvegarde. Il aurait dû se mettre en marche. Les lignes ont été coupées. Clara Hara a entendu le cliquetis distinct d'une arme en train d'être armée. « Baissez-vous », Elias a chuchoté. « Sol maintenant. » Clara Hara est tombée sur le béton froid. « Restez derrière l'îlot de cuisine », Elias a commandé. « Ne bougez pas avant que je ne le dise. » Dehors, le son du vent a été remplacé par autre chose. Le craquement du gravier, le lourd bruit de bottes. Pas 2 hommes, beaucoup d'hommes. Garde de périmètre, Clara Hara a sifflé. Silencieux, Elias a dit. Ils sont déjà partis. Une voix amplifiée par un mégaphone a transpercé la lourde porte en acier. C'était une voix douce et arrogante. Une voix que Clara Hara a reconnue. Captain Miller, Mademoiselle Evans, nous savons que vous êtes là-dedans. C'est Ethan Caldwell. Vous avez quelque chose qui appartient à ma famille. Le cœur de Clara Hara battait fort contre ses côtes. Le VIP, le fils, ouvrez la porte, Ethan a crié, sa voix empreinte d'une excitation cruelle. Le Dr. Trent n'est pas là pour vous sauver cette fois, et votre frère non plus. Elias s'est accroupi à côté de Clara Hara. Au clair de lune filtrant à travers les hautes persiennes de ventilation, son visage était un masque de pierre. Ils ont surveillé la maison, Elias a chuchoté. Ils ont attendu que Jackson parte, c'est un piège. Que faisons-nous? Clara Hara a demandé, terrifiée. Elias a pressé le pistolet dans sa main. Savez-vous comment utiliser ceci? J'ai tiré avec un Glock dans un stand une fois il y a des années. Pointé et serré, Elias a dit. Je vais attirer leur feu. Vous couvrez l'entrée arrière. Vous ne pouvez pas les combattre seuls. Vous êtes blessés. Je ne suis pas seul, Elias a dit, la regardant. J'ai mon infirmière. Puis un boom assourdissant a secoué les fondations du bunker. La porte d'entrée a gémi alors que des charges explosives détonnaient. La fumée s'est répandue à l'intérieur. Le siège avait commencé. La porte du bunker a explosé vers l'intérieur. Métal tordu grinçant contre le béton. Des grenades assourdissantes les ont aveuglés, sonnant dans les oreilles de Clara Hara comme un glace. Elias a tiré 3 coups rapides, abattant 2 mercenaires dans la fumée, mais il a gémi alors que ses sutures fraîches se déchiraient. Le sang a imbibé son côté. Nous ne pouvons pas les retenir, Elias a crié, enfonçant un pistolet de secours dans les mains tremblantes de Clara Hara. Il s'évanouissait vite. Clara Hara a vu une bouteille d'oxygène et une bouteille d'alcool à friction sur le chariot médical. Désespérée, elle les a scotchés ensemble, créant une bombe rudimentaire. Elle l'a lancée vers la brèche. Tiré dessus. Elias n'a pas hésité. Une balle a percé le réservoir. Une énorme boule de feu a éclaté, engloutissant les mercenaires et secouant les fondations. Bougez, Elias a commandé. Ils se sont précipités par la sortie de secours sous la pluie torrentielle, glissant dans la boue. Ils sont arrivés à la traîne avant qu'Elias ne s'effondre. Sa force disparut. « Allez, Clara Hara », il a haleté. « Non », elle a refusé, le tirant vers le haut. « Je ne laisse pas les patiences derrière. » Soudain, Ethan Caldwell est sorti des ombres. Un pistolet silencieux pointé sur la tête d'Elias. Il ne portait pas d'équipement, juste un imperméable coûteux. L'infirmière héroïne et le soldat brisé.
Ethan ricanait. Mon père envoie ses salutations. Il a serré son doigt sur la gâchette. Clara s'est placée directement devant Elias, le protégeant de son corps, et a levé son arme. Vous devez passer par moi. Ethan a récru. Volontiers. Crac. Un seul coup de feu a retenti. Clara a tressailli, attendant l'obscurité, mais elle n'est pas tombée. Ethan a baissé les yeux, confus, sur la floraison rouge se répandant sur sa poitrine. Il s'est effondré silencieusement dans la boue. Clara s'est retournée. Sur la crête au-dessus, Jackson Miller a baissé son fusil de sniper, flanqué de dizaines d'agents du FBI inondant la vallée. Clara est tombée à genoux, tenant Elias serré alors que la cavalerie descendait. Ils avaient gagné. Et c'est l'histoire de Clara Evans, l'infirmière qui a refusé de laisser un héros mourir, et ce faisant est devenue une héroïne elle-même. Cela nous rappelle que parfois les guerriers les plus courageux ne portent pas d'armes. Ils portent des stéthoscopes et un refus de reculer face à l'injustice. Clara a perdu son emploi, sa maison et sa réputation, mais elle n'a jamais perdu son intégrité. Et à la fin, elle a trouvé un amour et un but pour lesquels il valait la peine de se battre. Si cette histoire a touché votre cœur ou a fait s'emballer votre pouls, veuillez appuyer sur ce bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Pensez-vous qu'il aurait eu le courage de tenir tête à l'administration de l'hôpital comme Clara le fait? Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez plus d'histoires sur des héros de la vie réelle, la justice et la romance, assurez-vous de vous abonner et de sonner la cloche de notification pour ne jamais manquer une vidéo. Merci.